Salam alaikum, salut à tous. N'oubliez pas de partager puisque les plateaux de télévision ne respectent pas ce qu'on appelle l'équilibre avec des contradicteurs et c'est que du sens unique et pire que de la propagande de Netanyahou. Je ne précise pas de l'État d'Israël, de Netanyahou, puisqu'en Israël, alors qu'ils ont eu le choc le 7 octobre, il faut voir des voix qui s'élèvent. Bien sûr, 80%, c'est un sondage, hein, 80% tiennent responsable Netanyahou, l'énorme majorité veut son départ. Et moi, je parle des gens qui ont une forme de froideur, qui sortent de l'émotion et qui remettent en cause la politique menée de Netanyahou, qui, je rappelle, dans sa charte, parce qu'on parle de la charte du Hamas, qui parle de la destruction de l'État d'Israël, mais on ne parle pas de la charte du Likoud, qui ne veut pas d'un État arabe et donc un État palestinien. Il ne veut pas d'un État. C'est dans la charte du Likoud. Et il s'appelle Lévi, alors je ne me rappelle plus son prénom exact, de Haaretz, qui est un vieux journal plutôt ciblé à gauche sur l'échiquier politique en Israël, qui a fait une tribune et puis qui a massacré la politique de Netanyahou en lui disant que il faut arrêter de criminaliser l'occupant et que sa politique de colonisation, sa politique de faire en sorte que les Palestiniens n'aient pas de liberté, a donné les conséquences du 7 octobre. Donc, voilà. Alors maintenant, on va attaquer sur les alliés ou les ennemis palestiniens. On parle beaucoup de la Ligue arabe. Il faudrait plutôt appeler le Likoud arabe. Et je vais m'en expliquer. Par contre, je vous invite aussi, peut-être, si vous avez mal entendu ou mal compris, ou parce que vous êtes tellement pris par l'émotion, réécoutez avant de dégainer. D'accord ? Encore une fois, il faut prendre, malgré l'émotion, l'émoi, tout ça, il faut avoir une certaine distance. Et surtout, après, est-ce qu'on me parle des réponses ? Donc, je dis de Likoud arabe, je parle des chefs d'État. Je fais toujours la distinction entre les peuples et leurs gouvernants. C'est très important. La Ligue arabe s'est réunie, soit PIS, au Caire, tout ça, etc., paix. Mais déjà dans l'intitulé de leur réunion, il y a un problème. Parce que pour qu'il y ait une paix, la paix se fait entre des États. La paix ne se fait pas entre un occupant et un occupé. Ça n'existe pas, ça. Donc déjà, même dans l'énoncé de leur réunion qui sert à rien, qui a débouché sur rien, il y a une faute lourde. On ne peut pas parler de paix quand il s'agit d'un occupant et d'un occupé. C'est pas possible. C'est impossible. On parle de paix quand il y a deux États. Je rappelle encore que ni à Gaza ni en Cisjordanie, il n'y a pas d'armée. Et donc, de facto, chaque fois qu'un civil, donc du coup, palestinien, riposte ou attaque son occupant, il va être considéré comme terroriste. Mais il n'y a pas d'armée régulière. Donc pour vous, de facto, c'est ça. Pareil, on dit le Hamas, il a mis des grenades dans des maisons, tué des civils. C'est un acte terroriste. Mais quelle est la différence entre un bombardement qui détruit, qui tue des femmes, des enfants, etc., et une grenade qui explose dans une maison? C'est exactement la même chose, sauf que la qualification n'est pas la même. D'un côté, on va dire que c'est un acte terroriste, abject, etc., et de l'autre côté, on va dire c'est des dégâts collatéraux, ou pire. Ça, c'est repris dans toute la presse française, parce que la presse française n'est pas libre, hein, elle est occupée. On parle que c'est la faute du Hamas qui se sert de bouclier de la population. Vous vous imaginez ? Mais alors, regardez bien, si Israël dit que c'est un bouclier, c'est que Israël, avant de bombarder, sait qu'il y a des civils à côté des membres du Hamas. Et donc, pourquoi alors bombarder ? Si ce n'est de se dire, c'est acceptable. Vous voyez, dans leur propre raisonnement, ils tombent dans leur propre piège. Mais encore faut-il avoir une analyse des propos qui sont tenus, etc. Ensuite, ils disent, oui, mais Israël, vous voyez, rendez compte, dans sa générosité et sa grandeur, envoie des messages en disant, attention, je vais bombarder. Non, alors, à croire que donc les civils vont fuir le lieu du bombardement
Et puis le Hamas va s'attacher au mur en disant « finissez-moi ». Non, si les civils entendent qu'ils vont bombarder, le Hamas aussi va prendre, il va s'en aller aussi. Donc en fin de compte, on a détruit pour détruire. Et c'est là où on se rend compte, les hôpitaux, les écoles, tout ça, etc. Et tout ça est épinglé par les Nations Unies, d'ailleurs. Mais, toujours pareil, celui qui a le totem, c'est le forme de Koh-Lanta, c'est Israël, qui a le record des résolutions contre cet État et qui n'a jamais suivi de sanctions. Alors arrêtez de traiter les Nations Unies chaque fois de traîtres et tout ça, etc. Il y a un système aux Nations Unies avec ce qu'on appelle les 5 membres permanents et qu'il suffit qu'il y en a un qui met son veto, et c'est toujours le cas avec les Américains, que du coup il n'y a pas de sanctions. Pour qu'il y ait sanctions, il faut l'unanimité. Voilà. Donc arrêtez d'accuser les Nations Unies. Les Nations Unies sont victimes du veto américain. Quoi qu'il se passe, ils ont toujours le soutien inconditionnel. Sont le soutien inconditionnel de Netanyahou. Maintenant, je vais parler pas forcément d'Israël et je vais vous expliquer après le pourquoi. Donc, pour revenir sur le Likoud arabe. Le Likoud arabe, quand vous prenez la Ligue arabe, je vais pas parler, j'ai toute la liste sous les yeux, désolé, je peux pas la connaître par cœur. Je vais pas vous parler du Comore, de Djibouti, ou de la Mauritanie, ou du Soudan, etc. On va parler, on va dire, des principaux pays qui sont quand même assez grands, qui peuvent peser. On a d'ailleurs les frontaliers, l'Égypte, Al-Sisi, d'accord? Comment voulez-vous que Al-Sisi, il ait la moindre once de sensibilité sur le peuple palestinien, alors que lui, il a oppressé, enfermé, tué, torturé une partie de sa population sous prétexte qu'elle venait de l'opposition. Voilà. Donc on peut dire, voilà. Ensuite, on apprend que les Égyptiens avaient informé Israël là-dessus sur une possibilité d'attaque du Hamas. Donc vous avez bien compris la position d'Al-Sisi. Ensuite, Al-Sisi, je vous rappelle que son Jaffa bloque actuellement. Il y a des soldats égyptiens qui ont été victimes d'une attaque d'Israël et Al-Sisi n'a pas bougé. Voilà, donc ça vous en dit loin, la position d'Al-Sisi. Al-Sisi qui, d'ailleurs, alors c'est rigolo parce qu'ils disent toujours Al-Sisi est un des interlocuteurs par rapport à Hamas, et alors, et d'autre côté, ils disent le Hamas, c'est les frères musulmans. Mais sachez que en Égypte, le Hamas, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste et ils ont absous le parti des frères musulmans, donc les héritiers, ce qu'on appelle de Morsi qui lui-même a été tué, en Égypte. Et d'ailleurs, quand ils osent dire que les frères musulmans sont des terroristes, désolé, donc c'est-à-dire qu'ils reprennent les mêmes diatribes des Égyptiens et des Saoudiens, on va en parler après d'eux, ça prouve bien qu'ils se trompent. Morsi, quand il a été pris le pouvoir légitimement par les urnes, désolé, il n'a pas remis en cause la sécurité d'Israël, n'a pas remis en cause les traités signés par ses prédécesseurs, etc. Donc attention, soi-disant on mélange déjà. Après on dit oui, mais le Hamas est financé aussi par l'Iran qui est chiite, donc il n'y a strictement rien à voir. Ah maintenant c'est Hamas qui est de Daesh, alors que Hamas a combattu Daesh. Donc vous voyez, il n'y a rien qui tient la route. Le Qatar, ils disent que le Qatar, c'est les frères musulmans. Ben, ça prouve que vous n'avez pas été, vous avez pas été à, comment vous dire, à Doha. Hein, Doha, le Qatar comme le Koweït, ils sont plutôt, très majoritairement, plutôt wahhabites que frères musulmans. Vous voyez, là aussi encore, c'est n'importe quoi. Que la mosquée principale qu'il y a à Doha porte le nom justement de l'imam du wahhabisme, d'accord? Donc voilà. Mais revenons, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et ça part tellement dans tous les sens, que je suis obligé de prendre chaque fois des petits rappels dans l'explication et donner un petit peu de matière. Alors, donc, on a parlé de l'Égypte, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il met sa propre famille en prison. Il sait qu'il n'était pas le successeur légitime par rapport au royaume. Donc comment quelqu'un qui met sa propre famille en prison aurait un seul intérêt ou une once de sentiment au peuple palestinien qui semble si loin? Laissez tomber.
Ensuite, il a enfermé des savants musulmans. Vous voyez, je veux dire, il craint pas Dieu quand il fait tout ça, hein, parce qu'il faut pas craindre Dieu pour faire ce qu'il est en train de faire. Nos problèmes, donc, Arabie Saoudite. Donc, croyez-moi que la question palestinienne, strictement, rien à foutre. Donc, on peut continuer comme ça sur le nombre de pays. Parlons encore, mais encore une fois, attention. J'attire votre attention que les dirigeants ne sont pas l'expression des peuples. Parce que, et d'ailleurs, Ben Salman, il a été jusqu'à faire sortir des savants, des imams, pardon, pour dire ne sortez pas dans les rues, c'est à nous les États de nous en occuper, etc. Ça sert à rien ce que vous faites. Comme si eux, ce qu'ils ont fait, ça servait à quelque chose, hein, leur mutisme. Mais on viendra après dans les solutions et les positions et compagnie. Donc, je vous fais état un peu de tous les pays. Je vous rappelle quand même que la Ligue, on dit toujours, les Arabes se sont mis d'accord pour être jamais d'accord, mais je vous rappelle qu'ils ont trouvé des accords quand il a fallu taper le Yémen. Ah, c'est tellement plus facile. Donc, ils ont tapé le Yémen. D'accord? On sait dans quelle situation de famine et tout ça, on se retrouve le Yémen. Là, pareil. Donc là, ils ont su trouver les armes, ils ont su faire des interventions, etc. Donc, arrêtez de me faire croire chaque fois que l'ennemi numéro un, ce serait les pays arabo-musulmans d'Israël. Non, ce sont les alliés. On viendra bien sûr sur les accords d'Abraham un peu plus tard. Et du pourquoi, d'ailleurs. Parlons du Maroc. Al-Quds, le président du comité d'honneur d'Al-Quds, c'est le roi du Maroc. D'accord? Qui a été un des participants de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et ça rue grognait déjà à l'époque par rapport à Israël, par rapport au soutien des Palestiniens. Et encore une fois, je distingue le peuple et leurs dirigeants. Qu'a-t-il fait? Il a signé des accords d'Abraham, et j'expliquerai pourquoi, pour chaque pays, pourquoi ils l'ont fait. Il a négocié la reconnaissance du Sahara occidental, et la question palestinienne aujourd'hui, on le voit, il n'est pas très bavard, hein, à part dire il faut un convoi humanitaire où j'envoie trois sacs de farine et un sac de pâtes, d'accord? Et rien. Alors qu'il y a des leviers. On va parler de d'autres pays, hein, que eux, on se servi des leviers. Et on a vu massivement les Marocains dans les rues. Massivement. Et là, on voit bien que actuellement, ces pays arabes sont en tremblote. Alors maintenant, il parle de l'Algérie. L'Algérie, Tibboune a eu le faire, il savait que cette réunion ne servait strictement à rien à part manger des petits fours et boire un coup. Et donc, il a pas été à cette Ligue arabe. Mais sauf que lui, l'Algérie, c'est un pays un peu à part par rapport aux autres pays. Pourquoi? Parce que tant Tibboune, le FLN en Algérie, ou son peuple, au moins sur cette question-là, ils sont d'accord. Il n'y a pas de différence entre le peuple algérien et les dirigeants algériens sur la question de la Palestine. Il n'y en a aucun. Aucun. Il y en a beaucoup sur le côté économique, sur les libertés, sur la corruption, sur tout ça, etc. Beaucoup de choses les opposent, il n'y a pas de souci. Mais sur la question palestinienne, non. Et Tibboune ne risque pas son poste sur la question palestinienne. En revanche, et là, vous allez m'expliquer le pourquoi ils sont tous en tremblote? Ils ne sont pas en tremblote par rapport au sort des Gazaouis, ils sont en tremblote que la colère intérieure de leur pays légitime, associée à la colère et à l'émotion extérieure sur le cas des Palestiniens, les deux venant se conjuguer et venant créer une explosion chez eux et un esprit révolutionnaire, ce qu'on avait appelé le printemps arabe, qui peut se transformer en automne arabe. Et l'Occident, c'est ce que craint l'Occident. Parce que l'Occident, toujours prompt à faire la morale, lutte contre le terrorisme, ce que vous voulez, sont dans leur doctrine au soutien des États qui oppressent leur peuple. Ils veulent des dictateurs, comme ils disent eux, préférables aux barbus. Voilà, ils ne s'en cachent pas. Et on voit comment la France, qui est un des grands fournisseurs d'armes à l'Égypte, très important, financé par les Émiratis, et l'Arabie Saoudite. Les Émiratis traitent de toujours, MBS n'est jamais caché, il dit que pour les États arabo-musulmans, il faut des États forts, des dictatures, etc. Il ne s'en cache pas. Les Émiratis ne comptaient surtout pas encore sur eux, et donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi ces accords d'Abraham. Ces accords d'Abraham n'étaient pas forcément la reconnaissance déjà de l'État d'Israël, et surtout, alors que je rappelle, c'est le pire gouvernement de l'histoire de tout Israël. Netanyahou, avec une alliance avec des ultra-religieux colonisateurs,
qui a fait de sa politique la multiplication des colonies, et à faire ce qu'on appelle l'appel à l'Alia, c'est-à-dire le retour à la terre sacrée des Juifs, en voulant un maximum d'orthodoxes et pas tous les religieux orthodoxes sont sur la ligne Netanyahou, mais on va dire les orthodoxes qui, eux, croient, qui sont dans le sionisme, et donc de leur faire place pour changer sociologiquement, si vous préférez, le peuple israélien, et donc la vie politique israélienne. C'est pour ça que de plus, la venue entre les Russes d'une part et l'Alia qui a été faite, on se rend compte, et bien sûr des erreurs de la gauche israélienne, que la gauche israélienne est quasiment inexistante en Israël. Elle représente un très peu pourcentage. Vous allez me dire, à peu près dans le même état que le Parti socialiste français. Donc, revenons donc les accords. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'est que Israël a développé depuis des années des moyens puissants, notamment celui qui est connu par la plupart d'entre vous, qui s'appelle Pegasus, qui est un système pour pouvoir espionner, intercepter des appels téléphoniques, notamment aussi sur des téléphones qui sont dits protégés, et que le Maroc aurait utilisé, le royaume du Maroc aurait utilisé pour écouter des dirigeants français et d'autres élus, etc. Donc, alors toujours pareil, tout le monde espionne tout le monde, c'est pas le procès qui a été fait au Maroc là-dessus, etc. En fait, dans l'espionnage, tout le monde espionne tout le monde, mais il faut jamais se faire attraper. En gros, voilà, c'est ça. Mais tout le monde s'espionne, donc il faut pas être naïf non plus. Et donc, d'autres processus, donc on voit bien que l'utilisation de Pegasus, on voit bien que ça a été fait même en amont, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des accords avant la signature de la normalisation des rapports avec Israël. Et donc, Israël dispose de beaucoup de moyens de technologie d'espionnage. Alors, c'est pour cela qu'ils n'ont pas mis dans leurs négociations avec Israël la question palestinienne et avec le pire des interlocuteurs qui est Netanyahou. Netanyahou qu'on appelle Netanyahou. C'est tout simplement parce que ce qui importe à eux, c'est pouvoir continuer à préserver leur siège et pouvoir mieux espionner leur peuple. Parce que c'est ça, le sujet. C'est profiter de la technologie israélienne pour mieux espionner leur peuple et pouvoir mieux sanctionner, faire de la répression sur ceux ou celles qui s'y mettent, qui s'opposent à eux, ou un début d'embryon de vouloir s'unir pour renverser, comme ils disent eux, le gouverneur. Et voilà la réponse du pourquoi et du comment que personne ne parle. Comment, du jour au lendemain, ces États se mettent à signer ces accords d'Abraham. D'autant que ces accords d'Abraham a été sur l'impulsion de Donald Trump, qui, pour donner à Israël encore un gage, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, contrairement aux décisions des Nations Unies, dont la France, la posture de la France aussi, qui est que non, c'est Tel Aviv et pas Jérusalem, et que Jérusalem-Est, occupée, doit être la capitale d'une future Palestine. Donc voilà un petit peu du pourquoi, et maintenant on va expliquer pourquoi ils sont tous en colère, ces pays arabes, d'accord ? La plupart. C'est qu'ils ne veulent pas que le débordement, qu'il y a la conjonction de la colère intérieure et extérieure avec ce qui se passe au Gaza, puisse remettre en cause. Donc il ne faut pas compter sur eux. Ce sont des traîtres à la cause palestinienne, ce sont des traîtres aux Palestiniens, mais encore une fois, comment, qui est une évidence, comment attendre quelque chose de ces gens-là, alors qu'eux-mêmes maltraitent déjà leur peuple. Donc voilà, il ne faut pas être naïf. Ensuite, alors certains vont me parler, donc il y a la position de l'Iran. J'avais fait quelque temps une vidéo, il y a plus d'une semaine, sur les solutions. La Ligue arabe, quand elle s'est réunie, elle aurait pu parler de se dire « Oh, on va peut-être calmer la production de pétrole », chose qu'elle n'a pas faite. Il suffit de dire seulement, de réfléchir à l'annonce de reculer de la production du nombre de barils pour faire éclater le cours et étrangler tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les seuls qui sont étranglés, c'est les Gazaouis. Parce qu'on a vu encore aujourd'hui une décision de Netanyahou de sanctionner le secrétaire général des Nations Unies, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est l'autorité internationale, pour avoir commis le crime d'avoir dénoncé le fait que l'aide humanitaire était bloquée par les Israéliens. Voilà. Hein.
Voilà, tout simplement. Et que la décision d'Israël aujourd'hui, c'est d'interdire le secrétaire général adjoint, le responsable du droit humanitaire des Nations Unies. Vous voyez, on ne parle pas de n'importe quoi sur le territoire israélien. Voilà. Encore une fois, tout cela n'est pas dit. Alors, quid? Quelles sont les réponses? Moi, je suis assez optimiste. Et sur quel acteur on peut compter? On a vu que Macron a voulu suivre la ligne politique de Netanyahou, c'est-à-dire d'associer le terrorisme en France, Daesh et le Hamas, mais qui est d'une idiotie monumentale, mais complètement. Tous les pays arabes et musulmans ont tous condamné et tous combattu Daesh, d'accord? Plus ou moins. Et comment dire que maintenant il faut faire cette même coalition pour taper le Hamas? Ça ne veut pas dire que les États ont une affection particulière sur le Hamas, mais la base même du Hamas, c'est la libération de son territoire. Voilà. Après, donc là-dessus, ils ne peuvent pas condamner le Hamas. Parce que le Hamas, contrairement à ce qu'ils disent pas, je veux pas, ils disent, c'est écrit dans sa charte, hein, mais c'est pas la destruction d'Israël, c'est la création d'un État palestinien. Et oui, voilà. Est-ce que sur le long terme, le Hamas est bon pour les Palestiniens? Là, ma réponse est non. J'ai parlé avec les Palestiniens quand j'étais là-bas. Donc non, pas du tout. D'accord? Mais à ce jour, c'est qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme acteurs? C'est toujours pareil. Là aussi, grande hypocrisie. On a la vidéo de Netanyahou en 2019 qui invite les gens du Likoud à financer le Hamas. Parce qu'il dit que, et là, on dit toujours pareil, c'est divisé pour mieux régner. Avec un Hamas fort contre l'OLP, etc., permettait justement de ne pas créer un État. Parce que là, encore une fois, pour reprendre ce qu'on dit, on dit les pays arabes sont mis d'accord, ne sont jamais d'accord, sont mis d'accord d'être jamais d'accord, mais c'est exactement la même chose auprès des Palestiniens. Donc, c'est-à-dire entre l'autorité palestinienne et puis le Hamas. Et donc, cette division leur profite, parce qu'ils te disent, vous avez vu, ils sont même pas d'accord avec eux, avec quel interlocuteur on va parler. Il y a Gaza qui est contrôlé par Hamas, et puis de l'autre côté, par la Cisjordanie, par l'OLP. Voilà. Et donc, ça profite à Israël, et donc, cette division. Donc, lui, il le dit, donc, financer. Ensuite, il fait le procès au Qatar aujourd'hui de financer le terrorisme. C'est faux. Le Qatar verse l'argent à la demande d'Israël pour le Hamas pour payer les fonctionnaires à Gaza. Et alors, c'est rigolo. Donc, on a Israël qui demande au Qatar de payer les fonctionnaires au Hamas. Et on a Netanyahou qui vient, qui dit qu'il faut aider et financer le Hamas, et ça, pareil, dans nos médias, zéro, la tête à Toto. Voilà. Donc, le Hamas a toujours été l'allié légitime. C'est comme quand les États-Unis ont soutenu Al-Qaïda sur le territoire, soit en Afghanistan, par rapport aux Russes. Et puis le bébé s'est retourné contre eux. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc, il ne suffit pas d'arriver, d'alimenter, d'encourager quand ça les intéresse. Et puis, quand il est fait boomerang, arriver de dire, ouais, non, c'est du terrorisme, etc. Enfin, donc, pour moi, donc la situation, on a quoi? Donc, la position de la Turquie, on a Erdogan qui vient de faire une sortie en disant, en gros, c'est une façon de claquer la porte au nez à Macron. Non, le Hamas n'est pas une organisation terroriste, c'est une organisation de libération de l'État de Palestine. On a vu hier cher Poutine, qui a été très dur à l'endroit en discutant avec Erdogan, c'est ce qui est ressorti du communiqué de presse conjoint, sur leur déclaration, et peut-être que la solution viendra de chez cher Poutine avec Erdogan. Alors certains disent Erdogan le traite, il parle et tout. Encore une fois, moi je ne remets pas en cause, avec son adversaire il faut parler. Vous croyez que même encore actuellement, Israël doit parler avec le Hamas. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons quand même, hein, d'accord parce que c'est toujours pareil, on parle toujours avec ses ennemis, on parle toujours avec ses adversaires. Donc voilà. Donc la solution peut venir de là. On a vu la réaction qui était beaucoup plus véhémente de pays comme la Colombie qui a expulsé l'ambassadeur. On voit en Amérique du Sud, en Amérique latine, une pression qui est montée. Les attaques venues de Colombie, allez sur Google, allez chercher, la déclaration, elle est fracassante quand même, hein. D'accord? Donc, vous voyez bien que c'est pas une question confessionnelle, mais c'est une question territoriale. Et que je rappelle qu'une église a été encore frappée, orthodoxe, à Gaza, qu'il y a là les obsèques des chrétiens qui sont morts,
et que silence radio de tous les pseudo-défenseurs des chrétiens d'Orient en France. Alors ceux qui font le procès à Benzema d'avoir soutenu les Gazaouis et les Palestiniens, faites le procès plutôt maintenant si vous voulez, les mêmes, soyez cohérents, à Giroud qui n'a pas aucune pensée pour les victimes du bombardement israélien en Palestine. Voilà, quand on veut sauver les chrétiens d'Orient et qu'on fait des dons et tout ça, etc., ben, il faut être un peu cohérent et de toujours condamner, quel que soit l'agresseur, etc. Donc, désolé si certains croient vraiment à la Ligue arabe, mais c'est croire au Likoud arabe. Voilà. Donc la situation, elle est très claire aujourd'hui. Ils ont tous peur, non pas du sort des Palestiniens, mais de leurs propres fesses. Et que aujourd'hui, par contre, je reste optimiste parce que, comme je l'ai déjà dit, Netanyahou est condamné à faire du sale puisqu'il est disqualifié dans son pays. La majorité, il y a des sondages qui sortent, sont très clairement contre sa position, que demain, s'il y avait des élections, il se fait ruiner au point des élections, mais il a le soutien de Biden, de Macron et tous, ils viennent non pas apporter leur amitié et leur soutien à Israël, ils viennent apporter, consolider le soutien à la politique de Netanyahou, qui est très clair. J'empêche l'humanitaire de rentrer, je les fais crever de faim, je leur ai coupé l'eau, je leur ai coupé l'électricité, tout ça contraire au droit international, hein. Et en même temps, je les pilonne. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et leur soi-disant dire, oui, mais ils pourraient aller en Jordanie, les autres ils pourraient ouvrir les Égyptiens, etc. Mais pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'ils veulent leur dire, je bombarde votre pays, dégagez, et ensuite vous revenez pas. Je vous rappelle les réfugiés palestiniens quand même. Hein. Et donc après, bon, ils occupent Gaza, ils vont dire, ben maintenant c'est à nous. Voilà. Et alors ils vont me dire toujours pareil, hein, on vient sécuriser tout ça, etc. On connaît tout le truc. Donc Netanyahou, il doit son élection à l'extrême de l'extrême de l'extrême droite. Là-bas, il y a tellement d'extrême droite qu'on n'arrive même plus à se dire où on en est, d'accord? Et qui va faire du sale. Et il a déjà fait du sale, il va faire encore du très sale. C'est un mec qui est un cynique. Et croyez-moi, c'est un poison tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens eux-mêmes. Parce que ce mec-là, c'est un homme de pouvoir. C'est pas un mec qui aime son pays, c'est pas un homme qui aime son peuple, parce que s'il aimait son pays et son peuple, jamais il aurait eu sa politique d'oppression, jamais il aurait eu cette politique de blocus, et qu'il aurait permis à la création d'un État de Palestiniens. Parce que je rappelle que la seule solution à la sécurité d'Israël et des Israéliens, c'est la création d'un État palestinien. Parce que quand on a un État côte à côte, on discute entre États et on met en sorte les conditions de sécurité. Et moi qui ai rencontré beaucoup de Palestiniens, ce qu'ils demandent, c'est la liberté. Ils ne demandent pas d'aller taper les Israéliens, etc. Ils te disent, oh, s'il te plaît, rends-moi ce que tu m'as volé, je veux pouvoir circuler librement, et basta. Donc, même moi, j'ai été, comment vous dire, interpellé d'avoir autant de froideur chez eux, dans le sens d'une décision froide, ils pourraient avoir une haine, pas possible. Non. Et je vous invite à voir les vidéos où j'en interview quelques-uns que j'ai diffusés sur YouTube. J'étais je me dis, mais les mecs, ils ont pas de haine. Ils ont pas de haine. Rien. Ils aspirent à être libres, c'est tout. Point barre. Et donc, je me dis que les meilleurs interlocuteurs, c'est eux. Voilà. Donc, n'oubliez pas de partager, parce qu'encore une fois, les médias ne le font pas. Et je vous dis encore, la presse française, c'est la presse Netanyahou. Et que la presse israélienne est beaucoup plus, comment vous dire, diverse, et qui accepte les différents points d'opinion, alors qu'il y a une inquiétude, qu'il y a une émotion forte, tout ça, etc., qui a été un choc pour les Israéliens. Voilà, allez, à la prochaine, bye bye.